à tous. Déjà, merci pour nous avoir invités. Et quand j'ai été invitée par l'équipe CUM, ce que je voulais faire, c'était plutôt de présenter ce qu'on fait à Sorbonne Université dans l'équipe Capsule et mon équipe de recherche de l'IPSIS pour montrer bien les travaux entre recherche et application. Donc c'est pour ça que nous sommes trois. Je vais commencer avec la casquette un peu plus chercheur et puis on verra comment on essaye de mettre en place dans Sorbonne Université ce côté plus applicatif. Donc du coup, on va essayer de respecter les temps en sachant que je suis très mauvaise pour respecter les temps, mais j'ai un chef qui va nous dire. Okay. Ouais, mais oui, mais on est les trois. Donc, ce que j'ai essayé de, justement, les discours, c'est les learning analytiques entre recherche et application. Donc, c'est un peu les messages. Déjà, merci d'avoir introduit les learning analytiques. Peut-être une petite chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, Geoffrey, c'est que entre educational data mining, les systèmes est donné à la machine, les résultats. Alors que la différence fondamentale des learning analytics, c'est que les résultats sont donnés à l'humain. Et donc, ça rajoute d'autres problématiques, comme les tableaux de bord qu'on vient de voir ici. Et il a une intersection, mais elle n'est pas complète. Donc, c'est ça un peu la différence entre Educational Data Mining et Learning Analytics. C'est les Learning Analytics sont donnés pour les décideurs et les décideurs qui interviennent sur les processus d'apprentissage. Quand il a les côtés plus académiques pour changer un groupe et tout ça, on appelle ça académique analytique parce que là, on est centré sur l'apprenant, sur les processus d'apprentissage. Donc, c'est les seuls petits détails que je voulais un peu affiner par rapport à ce que tu as dit. Et donc, j'ai orienté la présentation entre concrètement comment on fait avec ces learning analytiques avec 4 dimensions. La première, quoi? Et donc, c'est quoi là? C'est les données. Des données, comme on a dit, quantitatives ou qualitatives, c'est-à-dire sur des formes d'enquête, comme un exemple. Et aussi la difficulté entre des données qui vont être issues d'expérimentations, les deux qui ont été montrées tout à l'heure, c'est des expérimentations bien contrôlées avec des chercheurs qui observent, qui vont tout contrôler, ou comme celle de gauche, où c'est des données qui ne sont pas contrôlées, voire même qui ont été collectées en vraie situation d'apprentissage, et c'est après les chercheurs qui peuvent essayer de comprendre des phénomènes. Donc là, on a toute cette panoplie, on va dire, aussi par rapport au nombre d'étudiants. Donc à gauche, c'est un amphi, hein, donc je vais vous montrer un exemple justement plutôt de ces jours-là. À droite, c'est des expés que j'ai menés très différentes. En bas, c'est plutôt lié à la chirurgie orthopédique, donc très peu d'étudiants. C'est avec une enseignante qui portait un oculomètre, donc en 4 classes des primaires. Et puis ici, c'est vraiment une situation d'apprentissage en électricité au collège. Vous voyez, les environnements sont très différents, les données sont très différentes. Et donc, ces données-là, même déjà ça porte des questions, des recherches et des questions techniques dont on va voir après avec comment on a décidé de prendre parti d'un capsule et à Sorbonne Université. Donc, ces données, c'est en particulier des traces brutes, c'est ce qu'on appelle des traces, tout à l'heure il a dit, mais il a aussi des problèmes de format. Il a différents formats selon les outils, il n'y a pas de standards, et en plus, ces données vont être plus ou moins à un niveau sémantique, plus ou moins haut. L'oculométrie, c'est X, Y, alors que quand on travaille sur l'outil de chirurgie qu'on a vu tout à l'heure, je sais que mon chirurgien a manipulé la vertèbre, etc. Donc, les niveaux des sémantiques des traces sont très, très différents, donc ça pose déjà des questions. Et en plus aussi, on a des données contextuelles qui sont très importantes et que souvent on met de côté, alors que les analyses sont très liées à ces contextes-là. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à la dimension sémantique, mais aussi par rapport au contexte pédagogique. Enfin, donc on a des plateformes, on a très peu malheureusement, qui collectent ces traces-là, comme DataShop aux États-Unis. On a une initiative en France qui ne marche plus, Undertrax, mais on a d'autres dont on essaye de les faire, donc de collecter différentes traces venant des différents domaines. Et puis aussi, nous, on a eu un projet de recherche avec certaines personnes qui sont ici présentes, dont Sébastien, pour pas collecter les données, mais collecter les processus d'analyse, c'est-à-dire partager cette pratique de comment on analyse ces données et pouvoir les rendre intelligibles. Donc ça, c'est le projet OBEL qui est fini du point de vue ANR, mais qui continue à être... je vous invite à aller les voir. Et il est hébergé par Aumont chez l'équipe de Sébastien Exal qui a présenté tout à l'heure. Donc, les learning analytiques, on a dit donc les quoi, d'accord? Les quand, ça c'est très important parce que quand on décide de faire de l'analytique, il y a plusieurs types d'analytique. Il y a des analytiques plus
Donc, ça, c'est un schéma très utilisé, plus descriptif, où on va plutôt se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on aura des analyses plutôt diagnostiques, pourquoi ça s'est passé, et ça monte en difficulté. Les analyses prédictives dont on a parlé un tout petit peu commencent à devenir plus difficiles du point de vue scientifique et de la validité des résultats. Donc, et enfin, ce qu'on appelle les analyses prescriptives, c'est-à-dire une fois qu'on a prédit, on pourra faire des recommandations, on pourra faire des activités différentes parce qu'on sait que la probabilité qu'elle est face à une erreur, face à la multiplication de tout à l'heure, est très grande. Donc, on pourra, avant qu'il fasse l'erreur, lui faire une petite recommandation, lui signaler quelque chose, lui envoyer une ressource, etc. Donc, ça, c'est la dernière au niveau des difficultés et des mises en place scientifiques par rapport au modèle. C'est un schéma qui est très utilisé en learning analytics. Enfin aussi, j'ai mis à gauche, je ne vais pas trop l'utiliser, et les questions qu'on va se poser. Est-ce que c'est sur les passés? Donc, je vais faire du reporting. Est-ce que c'est sur les présents? Donc là, j'ai fait des alertes à un élève, attention, tu n'as pas encore fait ton devoir alors que les autres, etc. Ou est-ce qu'on va faire de l'extrapolation? Il n'a pas encore fait l'erreur, il va les faire et on va lui proposer un feedback dont on sait qu'on n'est pas complètement sûr, le modèle n'est pas complètement sûr, mais il est probable qu'il fasse cette erreur. Donc, c'est important de penser à ça parce qu'on ne va pas faire appel aux mêmes données, aux mêmes algorithmes, aux mêmes visualisations. On ne va pas même faire les messages de la même façon. Si le système travaille sur les passés et il est sûr sur ces statistiques, il pourra prendre des décisions, l'humain, qui seront différentes, alors que si on travaille sur un modèle prédictif dont il est bon, mais jamais parfait. Jamais parfait. Donc ça, c'est la dimension plus à quoi ça sert. Et l'idée en bas, c'est pourquoi je vais les faire. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire plutôt comme action de la modélisation, de la conception expérimentale? Est-ce que je vais faire de la recommandation? Ou plutôt, est-ce que je vais faire de l'optimisation à partir de ces prédictions? Donc ça, c'est des travaux qui me permettent bien de cadrer mes recherches. Et là, et aussi, donc, la différence la plus importante, c'est entre learning analytic et educational data mining, parce que tout ça, on peut le faire avec des educational data mining, c'est la phase de visualisation. Quand on donne cette information à l'utilisateur, comme tu l'as bien montré tout à l'heure, selon comment on la donne, la décision, ça accompagne la décision. Et c'est difficile de faire des bonnes visualisations, d'organiser ces visualisations et d'accompagner la prise de décision encore plus quand cette prise de décision est immédiate et il a plusieurs types d'utilisateurs et il a des aspects aussi liés à des dimensions culturelles, éthiques, etc., dont on parlera probablement tout à l'heure. Donc là, c'est des petits exemples. Dans les reportings, c'est des choses très, très classiques. Hein. Ces types de visualisation, les font au collège, c'est quelque chose de vraiment très classique. Les alertes, là, c'est un système du Pays-Bas qui va faire des alertes aux étudiants parce que justement ils n'ont pas fait leurs devoirs, etc. Donc ça et l'extrapolation, ça c'est un tuteur intelligent qui vient de Carnegie Mellon où on a un modèle des réseaux bayésiens qui calcule la probabilité que cet élève va faire les prochains pas corrects ou incorrects et ça va envoyer un feedback et dans ces cas-là, parce qu'ils sont en position pédagogique plutôt cognitiviste, ils vont envoyer tout de suite la correction à l'erreur avant qu'ils les fassent. Donc ça, c'est des formes, par exemple, d'actions de visualisation liées à la partie learning analytique. Enfin, il y a aussi les algorithmes. Donc nous sommes des informaticiens et donc il y a beaucoup d'algorithmes qui interviennent pour faire de learning analytique. Là, j'ai mis quelques-uns issus d'un travail européen sur... je suis vraiment pas con. Ils ont vérifié un peu l'ensemble d'algorithmes qui interviennent. Ah oui, merci. Parce que c'est là-bas. Donc, c'est un ensemble d'algorithmes qui interviennent en learning analytique. Il n'en a pas tous, mais c'est les plus grandes familles. Par exemple, dans les prédictifs, on utilise beaucoup des classifications, des régressions pour faire la découverte des structures, les clustering, etc. Et puis, d'autres méthodes qui étaient moins importantes à l'époque, qui commencent à devenir plus importantes, comme les process mining ou l'analyse de discours. Donc, ces algorithmes-là vont être évidemment au service des différentes questions qui sont posées. Et évidemment, les visualisations dont on parlait tout à l'heure, puisque les algorithmes peuvent donner une information intéressante, peuvent avoir de la découverte, par exemple, des connaissances, mais si on ne les présente pas correctement à l'utilisateur qui va prendre la décision, ça ne sert pas à grand-chose dans la vraie vie, comme on parlait tout à l'heure. Donc, la visualisation est une question importante quand on accompagne ces décideurs.
Et effectivement, dans les domaines de learning analytics, il y a beaucoup de visualisations centrées sur l'enseignant et très peu, en tout cas, en co-conception avec les étudiants, mais dont un qui est très connu qui s'appelle Signals, qui est un système d'alerte, par exemple, où il a tous les élèves avec ce qu'ils ont fait, et puis un élève aura une signalisation beaucoup plus fine par rapport à son travail. Cet outil Signals a été très critiqué du point de vue IHM et aussi éthique, parce que les rouges, les verts et les jaunes déstabilisent beaucoup l'apprenant, et puis mettre tout le monde ensemble par rapport à ce type de couleurs, ça a un peu gêné. Donc, il est très très bien fait, mais après, au niveau des usages, il est moins utilisé. Donc là, c'est les slides pour moi la plus importante de ma présentation, c'est que, en tout cas, ce qu'on essaie de mettre en place chez nous, c'est toujours une tension entre la dimension recherche et la dimension application. Et en 2015, quand j'étais à l'AC, cette petite formule qui avait été faite par Tinan m'a beaucoup inspirée, au sens où, du côté applicatif, il faut toujours se poser la question de quel est le vrai problème. Est-ce qu'il y a un vrai problème au niveau enseignement, au niveau vraiment apprenant, situation? À partir de ces problèmes, on va décliner un ensemble de questions pour résoudre les problèmes, pas nécessairement des questions de recherche, on voit la différence après. Et en fonction de ça, on va aller voir quelles sont les bonnes données et les analyses qui vont répondre à ces problématiques, à ces questions. Tout ça au regard de l'éthique et des interventions. Le mot intervention est très important ici, au sens où s'il n'y a pas d'intervention possible, ce n'est pas la peine qu'on fasse des learning analytics. S'il n'y a pas l'enseignant qui va modifier son ingénierie, s'il n'y a pas l'élève, si on les fait simplement en tant que chercheur, on les fait, hein, on fait plaisir, mais dans ces cas-là, ce n'est pas la peine d'aller sur les terrains applicatifs. Et donc pour moi, dans cette formule, il faut commencer par la fin. Quelle est l'intervention possible avec cette learning analytique? Et s'il a une intervention pour de vrai, on démarre les restes. Si l'enseignant, si les modules va changer ses pratiques, si dans les tableaux de bord, donc il s'engage, parce que c'est difficile au niveau du usage, on fait tous les restes. Donc tout ça, de temps en temps, il a des questions de recherche, de temps en temps, il n'en a pas. De temps en temps, il a des très bons outils déjà implémentés, des algorithmes faciles à comprendre, à mettre dans la boîte, on va dire comme ça. Donc on ne fera pas la recherche. Mais nous, par exemple, Capsule, on les fera parce que justement, on s'intéresse au côté applicatif. Mais de temps en temps, il a des questions qui sont difficiles du point de vue scientifique, soit pour les sciences humaines et sociales, soit pour les informaticiens. Et c'est là où on va intervenir à partir de ces questions et ces données pour travailler sur des méthodes, modèles, algorithmes et outils qui accompagnent ces terrains-là. Et donc, je vais montrer un tout petit exemple de comment nous, on s'est pris dans mon équipe. Malheureusement, l'exemple n'est pas associé avec avec Sorbonne Université, parce que moi, j'étais à Grenoble jusqu'en 2015, donc je suis arrivée, j'ai amené ces données-là, et c'est avec des collègues de Grenoble que j'ai travaillé cette problématique. Mais on pourrait parfaitement maintenant les faire à Sorbonne Université. Donc, la première chose, c'était, on est dans un contexte où il y a l'hybridation. C'est une université, donc c'est PACES, première année, beaucoup d'élèves. Et en fait, dans PACES de Grenoble, la première semaine, les étudiants voient des vidéos. La deuxième semaine, ils posent des questions sur un forum. La troisième semaine, l'enseignant vient en amphi répondre aux questions qui ont été posées dans les forums. Et la quatrième semaine, ils font du tutorat en ligne, etc. Et un des problèmes était les enseignants qui, pour la plupart, c'est des praticiens, médecins, et reçoivent une centaine de questions, voire un peu plus, par semaine, qui va les aider à préparer leur amphi de la troisième semaine. Et donc, cet ensemble de questions est un volume très important. Et donc, ils ont décidé de mettre un système de vote. Et les questions les plus votées, ils venaient à l'amphi répondre à ces questions. Donc, ils préparaient leur amphi en fonction de ça. Évidemment, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas les plus pédagogiques et la façon de voter était plus ou moins avec des biais, en particulier parce que c'est un concours et puis on peut voter pour des mauvaises questions parce que comme ça on ne battra pas à travailler les bonnes questions, etc. Bon, ben voilà, c'est comme ça, PACES. Heureusement, c'est fini bientôt. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, du coup, pour nous, il a une opportunité informatique. Comment travailler ces questions pour qu'elles soient pertinentes pour l'enseignant pour intervenir dans la troisième semaine. L'autre chose, c'était aussi comment, et là, cette question, vous allez voir qu'elle était un peu
problématique du point de vue plus déontologique et éthique, on a dit aussi, est-ce qu'il y a une corrélation entre les questions posées par les élèves et leur profil, liées à leur performance, les notes, etc. Donc ça, c'était la deuxième. Nous, on l'avait pensé au sens des les personnes qui sont les plus en difficulté, on va essayer d'attraper ces questions et travailler dans l'amphi sur ces questions. C'est vrai qu'on peut l'utiliser autrement. Donc voilà comment il faut faire attention à ces travaux en learning analytique. Donc l'objectif, donc ce questionnement a été posé dans les cas d'une thèse qui va être soutenue le 25 octobre de Fatima Arak, qui est dans mon équipe. Et Fatima, donc, on a décomposé cet ensemble-là sur une dimension plus analyse textuelle, et puis vous allez voir aussi du clustering. Et tout ça pour aider les enseignants à mieux travailler la troisième semaine des questions-réponses en présentiel, dans un cadre d'une formation hybride. Je les présente ici aussi parce que donc, à Sorbonne, nous avons un gros projet de formation hybride et ce type de pistes me semble intéressant. Donc, comment fournir aux enseignants des informations supplémentaires pour les aider à adapter les réponses qu'ils vont faire dans la troisième semaine. Donc, pour ça, c'était savoir déjà les types de questions posées par les étudiants en ligne et aussi donc, travailler sur ce que je disais tout à l'heure, la performance et le comportement d'apprentissage global. Les deux premières questions de recherche qu'on a identifiées, c'était d'abord, est-ce qu'on peut avoir un schéma décodage qui soit pertinent à partir des questions venant des apprenants, pour les analyser en termes de leur intention. Donc, dans cette première phase, donc, on a travaillé sur un modèle de questions et dans lesquelles on a fait appel à du process mining et à un petit peu de l'analyse du discours et aussi des algorithmes d'analyse et d'annotation des questions. Donc, on était plus dans la phase descriptive. On a pris des données, les 1200 élèves étudiants qui ont posé à peu près 50 000 questions. Donc, on a pris cette partie-là et on a commencé dans une phase plutôt descriptive. Donc, ce qu'on a fait, on a pris d'abord 200 questions, on a travaillé en phase de découverte avec les experts, donc les enseignants, et ils nous ont dit « Ah, moi, ça m'intéresse plutôt ci, plutôt ça m'intéresse de savoir s'ils me demandent de réexpliquer quelque chose, s'ils me demandent d'approfondir un concept, s'ils me demandent de donner un exemple, etc. » Donc, on a travaillé sur ces 200 questions, on a fait une deuxième phase de consolidation avec 200 questions en plus pour voir si les modèles tenaient la route, c'est-à-dire que toutes les questions qui étaient posées, ou la plupart, et rentrer dans cette catégorie-là. Et une fois que ça a été validé avec une double annotation, parce que c'était humain, etc., donc je ne rentrerai pas dans les détails, on est parti à travailler sur un algorithme, donc avec un algorithme d'analyse pour pouvoir annoter de façon automatique tout l'ensemble des questions et pouvoir leur donner des catégories. D'accord ? Donc on a maintenant, cet algorithme-là nous permet de catégoriser à peu près 93% des questions. Pas toutes, mais un gros paquet. Donc ça, c'est la première phase dans laquelle donc, on s'est intéressé à la première et deuxième question, c'est-à-dire un schéma de codage pertinent pour analyser les questions des élèves en termes d'intention. Et en deuxième question, automatiser ce codage-là, parce que, bon, évidemment, vous imaginez que ce travail de 200 questions de codage a pris un certain temps et on ne va pas demander au médecin d'à chaque fois coder ou quelqu'un, enfin, décoder les questions en fonction de cette étiquette. Donc, on a fait un algorithme, 2 algorithmes, à vrai dire, qui vont étiqueter de façon automatique les questions par rapport à ces dimensions qu'on voit ici. Il y a d'autres dimensions que les enseignants n'étaient pas intéressés. Donc, on n'a pas travaillé dans l'algorithme. Au début, par exemple, il était question de travailler plus sur au début on avait dit bon pourquoi pas sur des questions est-ce que telle personne m'a dit que c'était ça, est-ce que ça c'est vrai, mais l'enseignant a dit je ne veux pas, en plus comment c'était passé, les enseignants ont dit que c'était pas intéressant et on s'est tenu à la partie dans laquelle il pouvait intervenir justement, il va modifier sa troisième semaine en fonction de ça et on a écarté d'autres possibilités, d'autres dimensions qui par ailleurs sont intéressantes, par exemple dans les MOOC. Donc là, c'était vraiment par rapport à ces contextes-là. Donc, une fois qu'on a fait cet algorithme-là, on est passé à la question de recherche 3, qui était, est-ce que ces étudiants, et ces questions-là, cette catégorie qu'on a vue tout à l'heure ici, peut servir à identifier les profils des étudiants. Est-ce que selon la catégorie qui s'utilise ici, est-ce qu'il y a une corrélation, c'est pas tout à fait une corrélation, entre les types de questions et les comportements et les performances de l'étudiant. Comment on a tenu compte, l'assiduité, parce qu'il venait ou pas à la 4e semaine
pas à l'amphi, on ne fait pas l'appel, mais la 4e semaine qui viennent faire les tutorats, on sait qui est là, les nombres des questions votées, les votes, les notes, enfin on utilisait plein d'autres variables, et là on était plus dans une phase de diagnostic. Est-ce que donc les modèles, est-ce qu'il y a vraiment une relation entre ces questions et les comportements et performances de l'étudiant? Pour ça, on a utilisé des algorithmes de clustering qui sont assez classiques, donc Amins par exemple, et on a pris toutes les caractéristiques des apprenants et les types de questions. Et en fait, comme résultat, on a réussi à trouver 3 types de clustering. Il y a un autre cluster qu'on appelait les clusters secs qu'on a enlevé, puisqu'il était seulement relatif à 2 SUE qui étaient particulières et pas l'ensemble du E. Donc ça ne se répétait pas sur tous les SUE, donc les matières. Donc on a écarté ces 4e cluster. On pourrait les garder en fait si l'enseignant est intéressé, mais là on voulait donc faire vraiment des caractériser de façon les plus globale possible. Et donc on avait 3 types d'étudiants qui étaient en lien au type de questions posées. Les premiers, qu'on a appelés passifs en difficulté, des étudiants qui ont des mauvais résultats, qui sont très populaires quand ils posent des questions. C'est-à-dire que beaucoup de gens votent pour ces questions-là. Et les types de questions étaient plutôt de réexpliquer ou de définir quelque chose. Donc ça, c'est les premiers clusters. Le deuxième, on l'a appelé pointilleux non pertinent. On ne sait pas comment l'appeler autrement. En fait, ils posent des questions du genre « Vous avez fait une erreur dans les slides telle parce qu'il manque un petit 1 ». Donc quelque chose qui n'était pas vraiment lié aux connaissances, ou ce qui était en jeu, mais qui n'empêche qu'il y en a beaucoup, des questions comme ça, et que les enseignants n'ont pas envie d'utiliser l'amphi pour répondre à ce type de questions. Donc ces clusters-là, c'est des étudiants qui viennent beaucoup, qui participent beaucoup, qui viennent beaucoup à la partie tutorat, et qui ont une note un peu moyenne, et qui, en fait, peu de gens votent pour ces questions-là. Enfin, les clusters 3 et B, c'est les actifs qui ont de bons résultats, qui viennent souvent dans leur vote. Donc la question est populaire, donc ça c'est intéressant. Et plutôt, les types de questions sont des vérifications sur les connaissances et la relation entre concepts. Ils vont dire, est-ce que tel concept est en rapport avec tel autre? Donc, c'est effectivement des questions un peu plus sophistiquées et qui intéressaient les enseignants par rapport à les prendre et les travailler après dans la 3e semaine où ils interviennent. Donc là, c'était encourageant par rapport à comment on va travailler la 3e semaine dans ces clusters-là. Et puis, ça nous a amené à penser à la 4e question. C'est finalement, on a vu ça dans les années, là, c'était avec des données 2013-2014. Est-ce qu'on peut dire que ce modèle est stable au fur et à mesure des années? Donc, est-ce que les modèles entraînés va pouvoir être utilisés avec les prochaines sessions? Donc, on avait la chance d'avoir tous les données de toutes les années. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la stabilité de notre modèle sur les années suivantes. C'est-à-dire que les données premières, on a fait les clustering, on a fait les modèles prédictifs et on l'a influencé pour faire les modèles d'après, mais aussi on a fait nos clustering à part et on les a comparés. D'accord? Et ce qu'on a vu, c'est que les clusters, il n'y a pas de différence très grande entre les 3 clusters, on les observe sur les 4 années d'après, les mêmes, après près, de façon assez pertinente. Et surtout, les 2 clusters sont presque similaires sur l'ensemble des variables dépendantes. C'est ce qui est le plus important. Et des variables, là on ne vous a pas montré, mais il avait beaucoup plus, il avait une trentaine de variables. Là, on a sorti celles qui étaient les plus significatives. Et donc, effectivement, les modèles restent assez stables sur ces variables-là au fur et à mesure des années. Après, malheureusement, justement, et heureusement, passé, c'est fini, mais donc les modèles qu'on a mis en place étaient très liés à ces contextes-là. Bon, après, s'il faut refaire sur un autre contexte, il est évident qu'il faut faire toutes les phases et pas réutiliser les clustering de façon déjà stable. Donc, attention, justement, quand on réplique, il faut réappliquer tous les processus et pas prendre les résultats finaux parce que le contexte est très différent et le contexte est hyper important en learning analytique. Donc, on a réussi à prouver que c'était stable comme modèle de clustering. Et puis après, dernière phase, c'est est-ce qu'on peut du coup donner des informations à l'expert qui permettra de l'accompagner. Donc, quelle forme de visualisation? Et là, il reste que 20 minutes. Je savais que ça allait. Donc, je ne sais pas comment soumettre. Tu as fait comment pour soumettre? Ouais.
Ah oui, la petite loupe. Et là, on ne les voit pas très bien, mais on a présenté 3 types de visualisation à l'enseignant. La première était, on réorganise les questions par la dimension, réexpliquer, approfondir, vérifier. Donc ça, on organisait les questions comme ça. La deuxième était plutôt, on va les faire par les profils de l'étudiant. Les étudiants qui sont en difficulté, voilà les questions qui sont posées. Les étudiants moyens, voilà les questions. Par rapport à un clustering, d'accord? C'est pas l'élève X, c'est plutôt la tendance des étudiants qui sont moins bons, ils vont poser tel type de questions. Et la troisième, c'est une visualisation qui combine les deux. D'accord? Et c'est là, on a fait un questionnaire, on a travaillé avec les enseignants, on a fait plutôt la méthode pas participative. Avec les médecins, c'est impossible de le faire autrement. Et donc, du coup, il s'était très dérangé par celle-ci. Parce que nous, on l'avait pensé plutôt. Bon, on ne la voit pas. Oui. Ah, on ne voit pas la souris. Oh. Non, on voit pas. Ah, pourquoi tu avais ton point rouge chez les Théo? Ah, oui, c'était le style. Ah, oui, c'est celui-ci. Ah, ouais, bon, tant pis. Bon, par celle-ci, il s'était dérangé par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient une sorte de stigmatisation des étudiants, alors que c'est vrai que nous, on l'avait pensé plutôt pour comment je vais aider ces élèves en difficulté à intervenir dans la FI. N'empêche que c'est vrai que ça peut être mal compris, surtout quand l'outil n'a pas été co-conçu, donc on peut les parfaitement critiquer. Et donc les résultats étaient plutôt donc pas d'unanimité sur les choix d'organisation et il n'avait pas de préférences liées à l'expérience parce qu'on s'est dit si l'enseignant est plus ou moins expert, il va vouloir telle visualisation. Bon, visualisation, vous voyez que c'est pas vraiment c'est des textes, hein, et cette organisation de l'information, il avait 11 pour un, 11 pour autre et 11 contre celui qui sont déjà, qui reçoivent les 100 questions comme ça listées. Et on s'est dit, c'est lié à l'expertise. Non, c'est pas lié non plus à l'expertise. Donc voilà, je voulais très vite vous montrer un type de recherche dans lequel on a vraiment travaillé avec les enseignants pour une application concrète. En 3e semaine, ils s'interviennent et ils s'utilisent un petit peu, c'est la première organisation. Mais après, bientôt, c'est fini. Voilà. Donc moi, je vais faire une toute petite intervention. On va quitter le domaine de la recherche, je crois que pas forcément complètement. Et je vais vous présenter un projet qui s'appelle l'APAD, donc pour Learning Analytics pour des apprentissages différenciés. Alors ce projet est en fait une réponse à l'AMI, donc à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la MIPNES cette année, en 2019, donc qui était un appel avec un montant de 1,5 million d'euros, mais bon, c'est pas 1,5 million d'euros par projet, hein, je vous rassure. Maximum 70 000 euros, voilà, j'étais sur un principe de 50-50, c'est-à-dire qu'il fallait que l'établissement apporte au moins 50% du financement pour qu'on puisse avoir 70 000 euros venant de la MIPNES. Et donc on a répondu dans la thématique environnement numérique d'apprentissage et flexibilité. Voilà. Alors ce projet... Bon, je pense que les gens avaient remarqué. C'est pour la vidéo. Hein, d'accord. Donc ce projet, il est à cheval entre la recherche et le côté pratique, fonctionnel, etc. Alors, mise en pratique parce qu'on veut vraiment aboutir à quelque chose qui s'étoffe au fur et à mesure du temps, mais il est nourri par la recherche, par le LibSys et l'équipe MOCA dirigée par Vanda, notamment pour toute la partie algorithme, etc. Et puis, il est hébergé, accompagné, bon, on s'auto-accompagne par Capsule, donc, qui est un centre d'accompagnement pour la pédagogie, et le support à l'expérimentation, et c'est surtout expérimentation, donc on verra qu'il y a toute une phase d'expérimentation dessus, sur lequel je voulais insister. Alors ce projet, il arrive dans un contexte assez général d'abord, avec 2 points, je pense, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'universités. C'est-à-dire qu'on a fait face à des effectifs d'étudiants qui sont très importants, donc l'accompagnement individualisé en fonction des besoins de chacun, c'est pas très facile. Et puis, il y a aussi le nouveau bac qui va nous arriver très rapidement, avec des étudiants qui ont pas vu tous la même chose, et il va falloir s'adapter. Et donc là, il va falloir faire sûrement beaucoup de... proposer des parcours adaptés dans les enseignements et faire des recommandations les plus judicieuses possibles.
Et puis un contexte plus local, NLSU, donc nouvelle licence à Sorbonne Université, qui était une réponse à un nouveau cursus à l'université, où il y a un gros volet hybridation, Vanda l'a mentionné tout à l'heure, et donc là, l'alternance des activités en présence et à distance, en autonomie et encadrée, etc., ça implique un suivi vraiment très performant, et on espère que notre projet va aider dans ce suivi. Bon, je vais vite. Et donc, il y a plusieurs objectifs dans le projet. D'abord, un objectif pour les étudiants. Alors, on avait mentionné que souvent, la visualisation, les tableaux de bord étaient plutôt pour les enseignants. On a vraiment envie de proposer un tableau de bord aussi aux étudiants. Donc là, c'est le deuxième point de mon rectangle bleu, donc pour qu'ils puissent vraiment se situer dans ces apprentissages. Il y a souvent des étudiants qui sont vraiment perdus, ils pensent savoir mais ils ne savent pas, etc. Donc essayer de trouver une façon de les aider à visualiser leurs apprentissages. Et puis aussi pour les étudiants, de leur proposer des choses adaptées, de faire des recommandations adaptées, etc. Et puis pour les objectifs pour les enseignants, sont plus classiques, donc un tableau de bord, on en a beaucoup parlé, et puis aussi de faire remonter, là on est plus sur Signal dont tu parlais tout à l'heure, faire remonter aux enseignants de manière facile sur des grosses promos, les étudiants sur lesquels il faudrait peut-être focaliser l'attention et donc le temps aussi. Et puis il y a un autre objectif qui n'est pas vraiment sur le même plan, même si je les ai mis comme ça, c'est d'avoir quelque chose de vraiment de mettre en place une structure pérenne et donc de bien l'intégrer dans tout le dispositif numérique de notre université et qui soit aussi résilient, c'est-à-dire que si on change telle ou telle plateforme qui abonde en données et en traces, eh bien qu'on n'ait pas tout à recommencer. Donc le dispositif, voici les grands principes. Le principe très schématique, mais Roland, tout à l'heure, va vous détailler ça beaucoup plus. Donc c'est, alors là, je vais tenter de faire mon petit point rouge. C'est ça. Donc on a le cœur, c'est un Learning Record Warehouse qui va stocker et agréger toutes les traces que l'on veut, mais pas que des traces, on va voir. Donc il va être abondé par différentes sources. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Roland va le faire, mais donc Moodle, la plateforme vidéo qu'on aura, un autre projet de jeu sérieux qui s'appelle Play ATSU, etc. Mais aussi avec des données du système d'information étudiant qui sont importantes. Et tout ça, après, va communiquer avec une plateforme, une base, une banque d'algorithmes qui va calculer des indicateurs ou qui va sortir un profil des étudiants, etc. Et qui va abonder des dashboards, mais aussi revenir vers différentes plateformes pour qu'on puisse utiliser ces indicateurs pour, je ne sais pas, beaucoup de choses, mais allez, ce qui me vient à l'esprit le plus rapidement, interagir avec eux, envoyer spécifiquement un message, etc. Bon, ensuite, oups. Donc bon, le phasage, alors j'ai pas grand chose de concret à vous montrer parce que ça commence en fait donc là en septembre. On va d'abord se focaliser évidemment sur la mise en place de tout le dispositif que va vous présenter Roland et les tableaux de bord, mais on va rapidement essayer, dès qu'on aura une preuve de concept, de faire entrer les utilisateurs dans la boucle pour co-construire les choses. Puis à la fin, ici on a, enfin à la fin, donc pour la rentrée 2020, on va expérimenter tout de suite dans un enseignement réel, massif, et puis bon après on reviendra, on valorisera tout ça si possible. Donc cet enseignement massif, c'est une UE énorme de mathématiques pour tous les étudiants, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Donc il y a un seul programme commun à tous, c'est une grosse UE, donc avec plus de 2000 étudiants. Voilà. Donc là, il y a un vrai besoin de recommandations adaptées selon les publics, et donc on va prendre d'abord des données relativement simples, d'où ils viennent, quel bac, quel bac, je sais pas comment
on va voir comment on va intégrer ça. Voilà, leur discipline d'intérêt, etc., comment ils ont travaillé, et faire des recommandations, soit pour aller plus loin, par exemple pour des étudiants qui se destinent à des études de mathématiques, ou des exercices peut-être plus simples si on repère des étudiants qui déjà avec les concepts, le bagage commun qui aurait été décidé par les enseignants, si déjà là ils ont du mal, on ne va pas leur proposer des démonstrations ou des conférences de mathématiques. Donc avoir des recommandations adaptées. Voilà. Alors aussi on va leur présenter des choses qui seront différentes suivant les disciplines d'intérêt. Donc un même concept mathématique, mais en physique ou en chimie ou je ne sais quoi, en biologie. Et donc tous les étudiants, a priori, n'auront peut-être pas accès aux mêmes ressources. Donc là, il y a peut-être un point de vigilance à avoir, parce que ça, c'est... On casse une certaine continuité. Tous les étudiants ne verront pas la même chose, n'auront pas accès à la même chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique? Il faudra discuter. Et d'ailleurs, dans une des premières phases du projet, on constitue un groupe pour réfléchir sur l'éthique de tout ce qu'on va proposer, avec notamment les étudiants dans la boucle. Bon, je crois que j'ai déjà été trop long, donc vous avez mis un exemple de notions. Si on parle des équations différentielles, on peut très bien parler à un chimiste de réaction chimique d'ordre 1, voilà, ou de décharge d'un condensateur si on s'adresse à un physicien, et on regardera si ça marche bien comme ça, si ça leur plaît plus. Voilà. Alors, je te passe pour les détails de la structure. Merci. Non, vous pouvez aller là-bas. Voilà. Et non, je suis là où je suis gauche. Donc bonjour, moi je vais vous présenter le côté un peu plus technique, donc la partie en fait de l'architecture qu'on est en train de concevoir au sein de Capsule, et qu'on a imaginé et qu'on est en train de mettre en place, donc d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue développement. Donc 4 points. Donc déjà je vais vous présenter le schéma de l'architecture, vous expliquer pourquoi on est sur des technos sur lesquels on est parti et pourquoi on a fait ces choix. Le deuxième point sera une application qui est donc développée chez nous, qui va faire de la conversion d'un standard à un autre, XAPI to Caliper, avec donc le schéma de l'application, les exemples de conversion et donc des schémas de traduction d'un standard à l'autre. Pour ensuite rebondir sur la partie tableau de bord, avec donc des solutions qu'on est en train d'étudier et des développements qu'on est en train de concevoir. Et la dernière petite partie, juste pour dire que c'est super important et qu'il faut qu'on en parle, c'est tout ce qui concerne le RGPD. Donc d'un point de vue architecture, donc comme disait tout à l'heure Yves, on a N éléments qui sont des plateformes. Ça peut être des LMS, des plateformes vidéo, des plateformes d'exercice, des projets divers et variés qui sont développés en interne ou pas. Et quelle que soit la quantité, c'est-à-dire que l'architecture est prévue de manière à ce qu'on ne soit pas limité par le nombre d'éléments qu'il y a derrière. Le principe qu'on a imaginé, c'est de mettre en frontale différents éléments, différents types de stockage, donc LRS, LRW, on pourrait en imaginer d'autres, qui vont permettre donc de recevoir et d'accueillir les traces de ces différentes plateformes. Pour ensuite être interrogé donc par une application qu'on est en train de développer, qui va donc permettre, alors elle s'appelle ici XAPI to Caliper, mais effectivement dans le cadre d'autres types de stockage, le XAPI ne sera pas forcément adéquate, mais qui va donc traduire les traces qu'il va récupérer des différentes unités de stockage dans un Learning Record Warehouse, un LRW, donc quelque chose qui va agréger toutes ces données. On va pouvoir implémenter et donc faire une connexion à tout ce qui est système d'information étudiant, les SIE. En l'occurrence, chez nous, à Sorbonne Université, c'est Apogée depuis très récemment. Donc, on est encore un peu en phase de tâtonnage. Et ce que ça devra produire, au final, donc on l'a appelé, enfin il a été appelé comme ça le Learning Analytic Processor. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de machine, de boîte
qui va contenir des algorithmes divers et variés et qui va pouvoir produire différents éléments, type du code, des données ou des modèles qui vont pouvoir être réappliqués sur ces données. À partir de là, on peut également connecter, et on est en train de travailler dessus sur donc, la mise en place d'un dashboard, d'un tableau de bord qui va permettre le rendu et la manipulation donc, des enseignants, des étudiants et des autres personnes. Et on a également essayé de décider d'ajouter un connecteur. Alors je l'ai appelé web service sur cette diapo. C'est pas forcément du web service. Ça peut être des API, ça peut être d'autres choses qui vont permettre en fait à d'autres systèmes de pouvoir interagir et récolter en fait ce que nous on a récupéré. Donc au niveau des choix, on est parti donc sur tout ce qui est stockage sur des LRS, donc sur le Learning Locker de H2D Lab, donc qui est open source et qui fonctionne avec le standard XAPI de Tinkan. Au niveau du Learning Record Warehouse, donc on est parti sur celui de APRO OpenLRW, qui donc au niveau des standards s'appuie sur IMS Caliper pour tout ce qui est traces et IMS OneRoster sur tout ce qui est données des systèmes d'information étudiantes. Et entre guillemets, il fait également du XAPI, mais on a très vite abandonné cette solution en grattant un peu, qui ne nous convenait pas du tout. L'application donc XAPI Caliper, donc c'est un développement comme je disais interne à Capsule. Nous l'avons appelé Quintet, vous allez comprendre pourquoi. Donc elle a deux buts principaux, vérifier la qualité des données, donc récupérer les données mais les vérifier et faire en sorte qu'elles soient viables, et les formater de manière à ce qu'elles soient interopérables entre elles. La dernière partie serait donc le tableau de bord, le dashboard, donc qui devra être capable d'interagir avec Moodle, alors via LTI ou autre, via des applis qui va être capable également de récupérer les modèles qui ont été produits par le LAP, le Learning Analytic Processor qu'on a vu tout à l'heure, et d'utiliser également donc, les données qui sont produites par ce même élément. Donc, le XAPI to Caliper, c'est quoi? C'est donc une application, la première chose qui est faite, c'est qu'elle a une moissonneuse. Donc une moissonneuse, son but, ça va être de récupérer dans les différents types de stockage, LRS, ou LRW ou autres, des données. À partir de là, elle va les mettre en mémoire dans une base tampon qui va permettre à la trieuse, donc celle qui va être chargée de trier les éléments, de les récupérer et de les analyser pour pouvoir récupérer des fichiers de traduction et des templates Caliper. Pour ensuite les passer donc à une traductrice qui va traduire grâce à ces fichiers de traduction et le template et la trace en elle-même, l'élément, qui va la passer dans une vérificatrice qui, elle, va disposer en fait des standards Caliper et qui va pouvoir vérifier que les éléments sont bien valides au standard. Pour ensuite les passer à une enregistreuse qui, son seul but est de vérifier que la trace soit bien enregistrée là où est-ce qu'il faut. D'un point de vue traduction, donc on passe d'un standard XAPI donc de type actor verb object à un caliper qui est donc de type actor action activity. Et donc l'idée c'est d'élaborer, comme je disais tout à l'heure, des fichiers de traduction. Donc on ne voit pas beaucoup, mais d'élaborer des fichiers de traduction qui vont permettre en fait de récupérer des éléments d'une trace de type XAPI et la convertir dans un bon format Caliper. Par exemple, je prends un exemple ici, le timestamp dans une trace XAPI est un event time dans l'autre, etc. Donc l'idée, ça va être de traduire cet élément. Le schéma donc de cette traductrice, donc on récupère les statements qui viennent des différents types de stockage. On les envoie donc à l'application. Elle récupère donc un fichier de traduction, par exemple si je prends le cas de Moodle, qui dit que l'élément XAPI n est égal à l'élément Caliper n, etc. Donc on va construire cet élément et compléter le fichier template de la trace Caliper.
pour ensuite donc générer un événement, Caliper, et le mettre dans le LRW. La troisième partie, les dashboards. Donc on a étudié des plateformes, on est en train d'étudier des plateformes type Open Dashboard, donc qui est avec d'Apereo aussi, Power BI de Microsoft, IntelliBoard, il y en a beaucoup qui existent. On est encore vraiment à l'étude sur ce niveau-là et on est en train de voir comment on peut interagir avec notre système et ces différents types de plateformes. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est donc le développement en interne d'une plateforme Sorbonne Université, qui sera donc pluguée à tout notre système, effectivement, authentification, etc., qui va nous permettre aussi donc la gestion des autorisations d'utilisation des données personnelles et faire en sorte qu'elles puissent être validées et vues par l'utilisateur. On étudie au niveau de ce développement d'un point de vue graphique tout ce qui est des bibliothèques type 3DJS, Chart, CubeJS, etc. Il y en a d'autres. Après, on n'a pas encore fixé réellement ce qu'on va utiliser. Et le dernier point, comme je disais, c'était l'intégration à Moodle via des plugins ou via LTI, qui va nous permettre non seulement d'afficher des éléments dans Moodle, mais également de récupérer toutes les informations, notamment les rôles qui sont définis dans Moodle, etc. Donc, qui vont nous permettre ensuite d'affiner ces dashboards pour les présenter à l'étudiant ou à l'enseignant. D'un point de vue RGPD, donc pour conclure, donc chaque élément dispose d'une fiche de registre d'activité qui va définir le type de données qu'on va traiter, la durée de rétention de ces données et les mesures et protections des données, ACL, chiffrement, traçabilité, qu'on met à disposition sur ces plateformes. On a pour ça besoin d'avoir le consentement d'utilisateur. Il faut qu'il soit explicite et clair. Donc demander l'accord via des plateformes, que ce soit Moodle, les tableaux de bord, etc. Mais également donc, de l'informer sur la durée et la finalité du traitement derrière. Il doit avoir également la gestion des droits, donc pouvoir avoir un droit d'accès à ces données qui sont stockées, pouvoir les modifier et faire une demande de suppression s'il en a besoin. Et le dernier élément, l'export de données. Donc on travaille avec donc, des unités de recherche qui vont avoir besoin de ce type de données. Donc on est en train de concevoir et de prévoir tout ce qui est donc l'export de ce type de données et l'anonymisation de celles-ci pour pouvoir ensuite les transmettre à des labos. Merci. Donc cette architecture qu'on est en train de faire, elle est faite par l'équipe de Capsule, donc notamment sous deux axes, l'administration système, Cyril et Nicolas, et 3 développeurs, Jean-François, Victor et Thomas, qui sont également présents là-bas. Merci beaucoup pour votre écoute.